À quoi pense réellement Emmanuel Macron? Pourquoi avoir provoqué l'organisation de nouvelles élections législatives? Comment voit-il aussi ses opposants? Eh bien, ce mercredi, le président français a donné une conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes. Il y a énormément de choses à analyser. On va ensuite faire un point sur le reste de l'actualité comme chaque jour. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de l'actualité aujourd'hui. Alors, première question et pas des moindres, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale? Alors, on va pas revenir sur tout ce qu'on a dit peut-être ces derniers jours. Là, on va voir sur ce qu'il a pu évoquer aujourd'hui. Alors, de son côté, aujourd'hui, il met en avant l'échec de son camp aux élections européennes et il explique, je cite, avoir pris acte d'un blocage qui conduisait inéluctablement à empêcher le gouvernement d'agir. Alors, factuellement, il a plutôt raison puisque son camp ne disposait que d'une majorité relative. Tout cela l'obligeait soit à passer en force avec des 49-3, soit à s'allier avec d'autres partis, ce qu'il avait de plus en plus du mal à faire. Or, en l'occurrence, et c'est là l'élément assez factuel important, selon pas mal de journalistes politiques, mais aussi des responsables politiques, le gouvernement faisait face à une menace grandissante de motion de censure. La motion de censure, c'est donc une procédure initiée par les députés qui leur permet de renvoyer le gouvernement, eh bien, si la majorité le souhaite, et d'organiser dans la foulée des nouvelles élections. Là, en l'occurrence, c'est le parti Les Républicains qui était prêt à rejoindre l'opposition et à voter les motions de censure. Ça aurait donc entraîné un renvoi du gouvernement et une dissolution de l'Assemblée nationale par la suite. Autrement dit, cette dissolution, elle aurait fini a priori par arriver. Emmanuel Macron a donc pris les devants ici, mais maintenant il y a quand même une question à laquelle il n'a pas répondu et qui là en l'occurrence est assez centrale. Cette question, c'est pourquoi maintenant? En gros, pourquoi avoir organisé ces élections au début de l'été, à quelques jours des Jeux Olympiques où les enjeux d'organisation sont cruciaux pour le gouvernement? Pourquoi ne pas l'avoir annoncé maintenant et organisé plus tard, par exemple à la rentrée? Alors là-dessus, il n'a pas répondu, mais beaucoup estiment que l'objectif était pour le président de la République de l'organiser au plus vite pour ne pas laisser le temps au Rassemblement national de s'organiser et à la gauche de s'unir avant le vote pour maximiser leurs chances de victoire. Bon, a priori, finalement, il y a bien une alliance à gauche qui est formée, on en parle juste après, mais beaucoup estiment que c'est une stratégie assez assumée de la part de l'exécutif. Alors la deuxième chose essentielle à analyser et à retenir de la stratégie politique et de communication d'Emmanuel Macron, c'est la volonté, dans son discours encore aujourd'hui, de rejeter deux camps qui l'opposent, deux camps qu'il évoque, je le cite ici, comme un bloc d'extrême droite et en face un bloc d'extrême gauche. Sur la diplomatie, sur l'économie, sur l'écologie, il renvoie dos à dos les deux camps. Par ailleurs, il y a eu des mots très durs concernant cette alliance donc entre la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste ou encore le Parti Communiste Français. Il accuse certains de ces partis, sans les citer directement, mais de communautarisme, d'anti-parlementarisme et d'antisémitisme, faisant notamment écho, là non plus sans le citer directement, mais notamment aux propos de Jean-Luc Mélenchon, qui déclarait dans un post de blog il y a quelques jours, je cite, contrairement à ce que dit la propagande de l'officialité, l'antisémitisme reste résiduel en France. Il est en tout cas totalement absent des rassemblements populaires. Fin de citation. Des propos qui avaient suscité la polémique alors que le ministère de l'Intérieur observe une explosion des cas d'antisémitisme depuis le 7 octobre. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Combiné aussi à des actes racistes et à des actes aussi en hausse visant des musulmans. Alors on reviendra dans les prochains jours sur cette question des qualificatifs extrême gauche, extrême droite, etc. dans les prochains jours. On reviendra aussi par ailleurs sur l'historique de chacun des partis, sur ce qu'ont voté ou non ces différents mouvements et ces différents partis ces dernières années. On fera enfin un point aussi dans les prochains jours sur les programmes des différentes listes ou différentes unions qui sont en train de se former. Au passage, certains juristes estiment même que cette élection a été organisée tellement vite qu'elle pourrait être potentiellement décalable. Certains juristes estiment que le fait de l'avoir organisé aussi vite pour tout un tas de raisons pourrait altérer la sincérité du scrutin. Le Conseil constitutionnel a été saisi, on verra donc ce qu'il en est. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Emmanuel Macron tente d'apparaître comme la seule option entre guillemets crédible pour gouverner, une façon d'estimer en quelque sorte que selon lui, il y a des colères qui s'expriment à travers ses votes, par exemple aux européennes, mais que son camp est le seul à pouvoir selon lui apporter des
solutions. Bon, ça c'est pour les propos d'Emmanuel Macron en réaction, on va dire, aux élections européennes et à la situation actuelle. On reviendra évidemment sur tout ça dans les prochains jours. Très rapidement, on peut aussi noter que le président de la République a aussi annoncé certaines choses qu'il souhaitait mettre en place dans le cas où son gouvernement était donc maintenu, renouvelé, enfin bref, dans le cas où il conservait le gouvernement à l'issue des élections législatives. Le président français a donc commencé à dessiner sa feuille de route éventuelle pour les prochains mois. Il a indiqué vouloir plus, je cite, de sécurité, plus de fermeté, mais aussi réduire l'immigration illégale, et ce, tout en respectant la Constitution. Il promet aussi d'ouvrir, je cite, un grand débat sur la laïcité pour, je cite, prendre des mesures claires. Concernant la jeunesse, il a indiqué vouloir généraliser et donc rendre obligatoire à terme le service national universel, le fameux SNU, d'ici à la rentrée 2026. Le SNU, c'est en fait un dispositif gratuit qui a été créé en 2019, qui pour le moment, et pour le moment uniquement, est basé sur le volontariat. Il se divise en 3 phases, avec notamment un séjour de cohésion de 12 jours qui est encadré notamment par des anciens militaires. A priori donc, il souhaite que ce service national universel finisse par être obligatoire. Il s'est aussi dit favorable à l'interdiction des téléphones portables pour les moins de 11 ans et aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Il a aussi décidé de suspendre le projet de loi constitutionnel sur la Nouvelle-Calédonie. C'est ce projet de loi qui avait provoqué des émeutes importantes en Nouvelle-Calédonie il y a quelques semaines. On avait eu l'occasion d'en parler. Bref, je vais pas revenir sur toutes ces annonces sur le fond aujourd'hui, puisqu'on prendra le temps dans les prochains jours de le faire pour les différents partis qui sont candidats, pour comparer tout ça et comparer et réellement comprendre les différences entre ces camps. Quelques informations tout de même supplémentaires avant que je laisse la parole à Samy. D'abord, première chose qu'il faut noter, un accord a bien été trouvé entre les partis de gauche pour les législatives. L'enjeu là, c'était donc de répartir les circonscriptions, qui allait être candidat dans telle ou telle ville, etc. Avec l'objectif d'avoir donc un seul candidat de gauche dans chaque circonscription. Alors les premières informations ont fuité dans la journée. On sait que les candidats issus du parti de la France Insoumise vont avoir moins de circonscriptions que ce qui avait été acté dans la répartition de l'Union de la gauche pour les législatives en 2022. Il passera en effet a priori de 328 à 230 candidats. A l'inverse, il y a une forte augmentation pour le Parti Socialiste qui a réalisé un score plus important aux européennes avec Raphaël Glucksmann. Il passerait de 70 à 170 circonscriptions qu'ils vont porter donc avec leurs candidats. Sachant que, je le rappelle, tous ces candidats donc ils sont issus de partis différents, mais ils seront sous la même bannière. Le terme a priori de Front Populaire a été gardé. Front Populaire ou Nouveau Front Populaire, on verra ce qu'il en est. Alors l'autre information importante de la journée, il concerne le parti Les Républicains. On vous en parlait hier. Éric Ciotti, qui est le président du parti Les Républicains, annonçait au journal de TF1 qu'il souhaitait une alliance avec le Rassemblement national pour ces élections législatives. Le truc, c'est que suite à cette déclaration, alors certes, Éric Ciotti a reçu une forme de soutien de la part des cadres du Rassemblement national, mais aussi de certains des Républicains. Mais l'immense majorité des cadres du parti Les Républicains se sont opposés à cette prise de position d'Éric Ciotti, mettant en avant aussi dans certaines déclarations l'héritage gaulliste au sein du parti, mais aussi au sein d'autres déclarations, un refus de l'extrême droite. Alors aujourd'hui, un bureau politique se tenait visant à exclure Éric Ciotti du parti et faire en sorte qu'il ne soit plus le président du parti Les Républicains. Ce bureau s'est tenu cet après-midi pour acter donc cette exclusion, sauf que Éric Ciotti conteste la légitimité de ce bureau. On aura donc l'occasion d'en reparler demain. Pour tout ça, vous commencez à le savoir, mais pour suivre l'actualité vraiment, dès que ces informations tombent, et c'est quand même des informations importantes, rendez-vous sur notre compte Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore le cas. Je rappelle au passage que ce format d'actu du jour est aussi disponible en version podcast audio sur Spotify, Apple Podcast ou autre. N'hésitez pas aussi à vous abonner, si ce n'est pas encore le cas. Je vous laisse avec Samy pour les autres actualités importantes de la journée et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Au moins 600 hectares de terrain ont été brûlés ce mardi dans le premier gros incendie de l'année dans le Var qui se situe dans le sud de la France. 600 hectares, pour vous donner une idée, ça correspond à peu près 3 fois la superficie de Monaco. Ce mercredi matin, le feu restait toujours présent mais avait peu progressé. Il s'agit en fait d'une zone historiquement frappée par des incendies l'été et le feu a progressé très rapidement à cause de l'intensité du vent qui a donc attisé les flammes. Un important dispositif a dû être mis en place. Au total, plus de 600 sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec plus de 150 engins pour arrêter les flammes. L'origine du feu reste encore inconnue et une enquête a été ouverte. Deuxième actu, Sami Abdallah, un important commandant militaire du Hezbollah, un mouvement islamiste libanais qui soutient le Hamas, a été tué ce mardi soir dans une frappe israélienne dans le sud du Liban, a confirmé le Hezbollah. Le nord d'Israël a également été visé ce mercredi par des roquettes en provenance du Liban. Israël a fait état de 160 projectiles tirés sur son territoire. Un haut responsable du Hezbollah a d'ailleurs dénoncé qu'ils comptaient accroître leurs attaques contre Israël par représailles à la mort du commandant. Et toujours au
Proche-Orient, une commission d'enquête de l'ONU a estimé pour la première fois ce mercredi qu'Israël était responsable de crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza, notamment pour, je cite, extermination. Le rapport accuse aussi les autorités israéliennes et les groupes armés palestiniens de crimes de guerre. Israël a dénoncé, je cite, une discrimination systématique à son encontre. Troisième actu, les industries du tabac, des aliments ultra transformés, des énergies fossiles et de l'alcool sont responsables directement ou indirectement de 2,7 millions de décès par an en Europe, a alerté ce mercredi l'Organisation mondiale de la santé. En fait, pour l'OMS, en mettant en avant leurs produits pour leurs propres intérêts, ces 4 industries interfèrent dans les efforts de prévention et de contrôle de maladies et alimentent aussi les inégalités et les récurrences de nombreuses maladies comme le cancer, les maladies respiratoires ou encore le diabète. L'OMS recommande donc l'application d'une réglementation plus stricte concernant notamment la commercialisation de produits nocifs pour la santé. Quatrième actu, aux États-Unis, Hunter Biden, le fils du président américain Joe Biden, a été reconnu coupable de détention illégale d'une arme à feu ce mercredi. C'est la première fois que l'enfant d'un président en exercice est condamné au pénal. Il a notamment été reconnu coupable d'avoir menti sur sa consommation de drogue lorsqu'il avait acheté en 2018 un revolver dans une armurerie. Hunter Biden encourt en théorie jusqu'à 25 ans de prison, mais une peine alternative pourrait être décidée. Il sera également jugé pour fraude fiscale en septembre, on vous tiendra au courant. Cinquième actu, le Sénégal, un pays d'Afrique de l'Ouest, est officiellement devenu producteur de pétrole. C'est la compagnie australienne Woodside Energy, en partenariat avec la Société des pétroles au Sénégal, qui a annoncé ce mardi le début de l'extraction. La production de pétrole au Sénégal sera destinée à l'exportation, mais aussi au pays en lui-même. Alors, cette production n'atteindra probablement pas les niveaux des géants mondiaux comme le Qatar ou le Nigeria en Afrique, mais le Sénégal s'attend tout de même à des revenus qui se comptent en milliards de dollars sur les 30 prochaines années. C'est Macky Sall, l'ancien président du Sénégal, qui est à l'origine du lancement de ces nouveaux sites pétroliers, mais comme promis dans sa campagne, Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président du pays, compte revoir les contrats qu'il juge défavorables au Sénégal. Et enfin, dernière actu, Elon Musk, le patron de X ex-Twitter, va enlever la possibilité de voir les j'aime sur les profils des utilisateurs. Cette option était d'abord réservée aux abonnés premium, mais est donc maintenant étendue à tous les utilisateurs. Alors, la mise à jour est progressivement déployée, mais sur les profils, on peut désormais seulement voir les posts, les réponses et les médias publiés par une personne, et donc plus les j'aime. L'objectif de cette mise à jour, selon Elon Musk, c'est de permettre aux utilisateurs de liker les contenus qu'ils souhaitent, même s'il s'agit de contenus sensibles comme des opinions politiques ou de la pornographie, sans se faire attaquer par la suite. À noter que vous pouvez toujours voir les j'aime de votre propre compte. Merci beaucoup Samy pour ces actualités supplémentaires. Je le disais, rendez-vous sur Instagram pour plus d'actualités dans les prochaines heures. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.